Bonsoir, je vous remercie d'être présent ce soir pour cette nouvelle séance des débats de l'INHA. Donc, pour rappel, ce rendez-vous a lieu chaque dernier jeudi du mois et a pour ambition de relire les enjeux sociétaux contemporains à l'aune des problématiques de l'histoire de l'art. Donc, on invite donc chaque mois des historiennes, des historiens de l'art, des universitaires, des conservateurs, des conservatrices, des chercheurs, chercheuses indépendantes, des critiques, à débattre de sujets choisis en écho à une actualité brûlante. C'est un cycle qui permet de confirmer que l'histoire de l'art est une discipline ancrée dans le contemporain et attentive aux crises du monde. On a choisi pour ce cycle de s'adosser à un média, le journal Libération, justement spécialiste des grandes questions sociétales. Ce sont les journalistes de la rubrique Culture du journal qui modèrent chaque débat, et ce soir c'est Claire Moulaine qui animera la séance et que je remercie. On a choisi de s'intéresser ce soir à la guerre culturelle qui se joue actuellement aux États-Unis, en se demandant si une réécriture de l'histoire de l'art américain est actuellement en cours. Donc on est très heureux de recevoir à cette occasion Elvan Zabounian et Hélène Valence, que je remercie pour leur présence et qui vont vous être présentés par Claire Moulaine, à qui je laisse la parole. Je vous précise juste qu'un temps d'échange et de questions avec la salle sera prévu à la fin de la séance. Je vous souhaite un très bon débat. Merci Anne-Gaëlle et bonsoir à toutes et tous. Je vous prie d'excuser mon petit retard. Je vais essayer de reprendre mon souffle. Donc effectivement, c'est un sujet d'actualité brûlant qu'on va aborder ce soir, qui est celui de la guerre culturelle, on l'appelle aussi comme ça. Voilà, donc cette question de la réécriture de l'histoire de l'art américain, c'est une question qu'on va se poser. Est-ce qu'elle est effectivement en cours et peut-être depuis combien de temps? C'est aussi une question qui va nous intéresser. Peut-être vous dire aussi qu'il y a une actualité aujourd'hui à Paris, cet automne à Paris, qui nous a donné envie aussi de nous intéresser à la question de l'art américain, puisqu'il y a 5 expositions très importantes qui se tiennent en ce moment à Paris. L'exposition sur le minimalisme à la Fondation Pinault, organisée par... effectivement, je n'ai plus de souffle. Organisée par la directrice de la The Art Foundation, Jessica Morgan. L'exposition Georges Condo, qui se tient, donc peintre américain aussi, qui se tient en ce moment au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. L'exposition Philippe Guston, au musée Picasso, l'exposition Sargent évidemment à Orsay, magnifique exposition dédiée à ce peintre américain du 19e, et puis l'exposition du Palais de Tokyo qui a ouvert il y a quelques jours, sur laquelle on va revenir avec Elvan, puisque Elvan, vous avez coordonné le catalogue. Voilà, et donc c'est sans doute pas un hasard si Paris accueille aussi en ce moment ces grandes expositions. C'est comme une espèce d'effet de retour qui se produit en ce moment, après que les États-Unis aient damé le pion à la France, en quelque sorte, sur le terrain artistique. On peut imaginer, c'est une hypothèse, que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, le coup de frein que met en ce moment Trump, peut-être fait que Paris est devenu à nouveau une scène plus hospitalière, disons, pour l'art et pour les artistes. Donc, peut-être je vais vous présenter évidemment nos deux invités ce soir, dire quand même peut-être que ce changement, cette bascule à laquelle on assiste aujourd'hui, elle date peut-être pas tout à fait d'il y a quelques mois seulement. On va démarrer, je pense, un peu sur ces questions-là, puisque cette idée de revisiter ou de réviser l'histoire de l'art a connu aussi, enfin, il y a aussi un pendant positif, disons, à cette idée-là. Si on pense évidemment à tout ce qui s'est passé depuis les années 50, les années 60, et puis aussi plus récemment après l'assassinat de George Floyd, autour du mouvement Black Lives Matter, et la façon dont les artistes se sont réemparés aussi d'un certain nombre de figures qui avaient été effacées de l'histoire de l'art, il y a une sorte d'entreprise de réparation aussi qui a eu lieu, et donc c'est une forme aussi de réécriture, de révision de l'histoire de l'art, mais voilà, qui est peut-être un pendant plus constructif ou plus positif que celui auquel on assiste aujourd'hui.
Elvan, donc même si je pense que beaucoup de gens vous connaissent ici, mais donc historienne de l'art contemporain, professeure à l'université de Paris 1, spécialiste donc de l'art africain-américain et des enjeux historiques et politiques qui l'accompagnent, notamment les problématiques féministes et postcoloniales. Et vous avez publié, donc Evan, de nombreux livres, mais notamment l'an dernier aux éditions B42, Réunir des bouts du monde, art, histoire, esclavage en mémoire, donc publié en octobre 2024. Et puis donc vous venez de coordonner le catalogue de l'exposition, voilà, de l'exposition donc éponyme au Palais de Tokyo. Qui a été conçu avec des commissaires du Palais, mais aussi la curatrice du Guggenheim, du musée Guggenheim à New York, qui est donc Naomi Beckwith, avec qui vous avez coordonné l'ouvrage et qui est la première femme noire à diriger le Guggenheim de New York, et qui est aussi la prochaine directrice de la Documenta. Et donc Hélène Valence à ma droite, donc vous êtes maîtresse de conférences en études américaines à l'université Marie et Louis Pasteur, conseillère scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art, et vous travaillez donc sur la culture visuelle aux États-Unis et avez bénéficié d'un certain nombre de bourses de recherche de la Smithsonian Institution, dont il va être, je pense, pas mal question ce soir. Voilà, ce qui vous a donné l'occasion d'aller à plusieurs reprises aux États-Unis et dont très, très récemment, on va y revenir. Voilà, et donc avant de vous donner la parole, je donne quelques, enfin vous les connaissez, mais je résume un peu quelques jalons, disons, qui ont marqué ces derniers mois aux États-Unis. Voilà, un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'administration Trump et qui évidemment impactent directement les institutions culturelles aux États-Unis et sans doute aussi la recherche. Donc, comme vous vous souvenez, dès le 21 janvier, dès le jour de son investiture, Trump a signé donc ce décret interdisant tous les programmes DEA, donc les fameux programmes diversité, inclusion, équité, je crois. Non, diversité, voilà, inclusivité, pardon. Donc, ce qui a eu pour effet voilà, immédiat donc, pour rappel, ces programmes donc, avaient été signés sous l'administration Obama, confortés sous l'administration Biden, et donc inciter les institutions à inclure un certain nombre de programmes dédiés donc, justement à l'inclusivité. Et donc les effets immédiats, ça a été la suppression notamment de tous les supports de communication, de tous les supports de l'institution, d'un certain nombre de mots, donc racisme, égalité, genre, équité, diversité, féminisme, transgenre, inclusion, injustice, qui ont tout simplement été rayés, que les institutions n'ont plus le droit d'utiliser. Dans la foulée, donc, la National Gallery of Art de Washington, dès le 23 janvier, je crois, a donc mis en place, appliqué ce décret, et la Smithsonian Institution à Washington, donc, qui regroupe 21 centres de recherche et musées à Washington, dont le National Museum of African American History and Culture, ont dû aussi voilà, mettre en place ce décret. 2 mois après, donc en mars, Trump a pris la direction, enfin c'est introduit dans le conseil d'administration, a pris la présidence du conseil d'administration du Kennedy Center. Et ça faisait suite donc, notamment à la diffusion d'un spectacle de drag queen qui l'avait horrifié. Et donc voilà, c'était un des premiers pas de sa croisade anti-woke. Ensuite, toujours au mois de mars, il y a eu l'annulation de 2 expositions à l'African Museum de Washington. Exposition d'une artiste afro-américaine, exposition d'un artiste trans. Puis, toujours au mois de mars, donc la signature d'un nouveau décret, le 27 mars, visant à, donc là je cite, éliminer l'idéologie inappropriée, source de division ou anti-américaine des musées du Smithsonian. Voilà. En juillet, le Smithsonian a retiré aussi d'une exposition dédiée à la présidence américaine
toute référence aux procédures de destitution qui visaient Trump, donc notamment suite à l'assaut du Capitole. Donc toutes ces mentions ont été supprimées des cartels de l'exposition. Et puis en août, et je m'arrête là et je vous passe la parole, pardon, c'était un peu long, donc début août, la Maison-Blanche a publié une déclaration ordonnant, donc toujours au Smithsonian, c'est vraiment donc au Smithsonian de communiquer, de lui communiquer tous les détails sur les processus de conservation et sur leur programmation en vue des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis. Et le 19 août, là, Trump a carrément demandé à la justice d'enquêter sur l'ensemble des musées américains, qu'il accuse donc à nouveau d'être woke, et notamment pour ce qui concerne la restitution de l'histoire de l'esclavage. Voilà, bon, il y a eu d'autres choses, hein, mais c'est quelques-uns des jalons importants de cette année. Donc, je voudrais commencer par vous demander, à vous qui nous suivez de près l'histoire de l'art américain, si on peut considérer qu'on assiste en effet à une accélération puissante d'une tentative de révisionnisme de l'histoire de l'art, ou si au contraire, il faut peut-être rembobiner un peu et faire remonter, trouver des racines un peu plus tôt, avant le 21 janvier et le deuxième mandat de Trump. Donc peut-être Hélène, puisque donc, vous revenez des États-Unis, déjà vous pouvez nous raconter peut-être cette expérience aux États-Unis. Oui, alors j'allais faire des recherches pour le projet de recherche que je mène en ce moment qui consiste à analyser les figurations des récits de l'histoire nationale aux États-Unis, justement, donc un ancrage très culture visuelle et enfin vraiment l'articulation entre la culture visuelle et l'histoire nationale. Donc en plus, même en partant, c'est ce que je racontais, j'avais un petit peu de crainte quant à ma capacité à même passer la frontière, parce qu'on a vu un certain nombre de chercheurs et de chercheuses se faire renvoyer chez eux, tout simplement parce qu'ils avaient manifesté leur désaccord avec certaines des positions de Trump. Et l'idée c'était d'aller travailler à la bibliothèque du Congrès qui était malheureusement fermée parce que en ce moment vous savez il y a ce fameux shutdown donc qui affecte tous les bâtiments fédéraux dont fait partie la bibliothèque du Congrès et dont font partie tous les musées de la Smithsonian. Donc malheureusement voilà, c'était un peu un séjour où j'ai pu rencontrer des collègues mais j'ai pas pu mener mes recherches en particulier pour ça. Peut-être sur le terreau, enfin ce qui permet aujourd'hui à Trump d'appuyer sur la pédale d'accélération et on sait qu'il y a eu bien avant la signature de ces décrets et tout ce qui se passe d'assez effarant aux États-Unis depuis quelques mois. On sait qu'il y a tout le mouvement QAnon notamment qui œuvre depuis des années à épurer les bibliothèques, des universités notamment, les bibliothèques publiques. Est-ce que, considérer, à quand on peut commencer à dater, disons, ce détricotage et ce... Voilà. L'une ou l'autre, toutes les deux là-dessus. Je me sens regardée, donc je vais prendre la parole. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Il me semble, en fait, donc c'est vrai qu'on est dans une actualité, comme ce que Claire Moulin vient de rappeler, qui est une actualité de quelques mois, liée à la période de la réélection de Donald Trump. Mais en fait, ce qu'il faudrait peut-être souligner, c'est que les États-Unis, en tant que pays, c'est aussi leur contradiction, tout en étant la puissance la plus importante du monde aujourd'hui, et étant un modèle culturel pour quasiment le monde entier, reste d'une certaine façon toujours, tout en voulant la démocratie, profondément puritaine, raciste et xénophobe. Donc c'est aussi tout le paradoxe de ce pays, puisque on sait très bien qu'il il est composé de personnes qui viennent du monde entier,
Mais cette partie WASP, donc White Anglo-Saxon Protestant, est quand même ce qui compose encore aujourd'hui la dominante, je dirais, dans tout ce qui concerne l'approche culturelle, l'approche aussi religieuse et la façon dont le pays a été fondé. Donc il faut peut-être revenir à la fondation de ce pays, c'est-à-dire le génocide des personnes qui étaient autochtones, et que d'une certaine façon, c'est aussi une actualité. Beaucoup d'artistes contemporains et contemporaines revisitent depuis à peu près une dizaine d'années comme étant au cœur en fait d'une volonté de revoir la narration du pays. Et en fait, ce qui se passe comme contradiction, c'est que ce qui se joue dans le pays, après bien sûr, il y a cette histoire longue de l'esclavage, puisque pendant plusieurs siècles, entre le XVIIe et le XIXe siècle, des personnes ont été déportées depuis le continent africain vers les États-Unis en particulier, et dans d'autres parties bien sûr des Amériques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a fondé de manière entière les relations raciales dans le contexte de ce pays. Et d'une certaine façon, si on considère ce qui s'est joué jusqu'aux années 1990, puisque les fameuses guerres culturelles dont il était question étaient dans les années 1980, au moment où Ronald Reagan est arrivé au pouvoir, mais jusqu'aux années 1990, dans le milieu de l'art contemporain, il y avait très très peu de visibilité ou d'inclusivité ou de diversité, puisque nous en parlions lorsque nous préparions la séance en amont. Avant 1993 et la Biennale du Whitney, il n'y avait pas de représentation d'artistes non blancs dans et très peu de femmes aussi, bien sûr, mais pas d'artistes non blancs, donc asiatiques américains, africains américains, hispaniques américains, dans le contexte de la Biennale du Whitney. Donc c'est 1993, donc c'est 32 ans, donc c'est hier. Et il est évident que tout ce que vous avez sans doute aussi entendu parler de tout ce qui était lié à la critique très virulente de ce qu'on appelait le affirmative action. Là aussi, c'est ce qui a été traduit par discrimination positive dans le contexte français. Et là aussi, les crispations sont extrêmes. Et puis, il y a eu aussi quand même ce qui s'est joué par rapport au droit à l'avortement. Et ça, c'était avant Trump. Donc c'était sous le mandat de Biden. Donc là aussi, le droit des femmes dans certains États des États-Unis ont aussi eu un recul. Enfin, jamais on n'imaginait que cette loi qui avait été actée puisse être revue au niveau des droits des femmes. Et là, ça, bien sûr, ça va de pair avec toute la représentation artistique parce que le mot femme, je pense que est aussi dans la liste des mots qui sont interdits. C'est pas que féminisme, c'est aussi woman. Donc il y a quelque chose qui prend corps aujourd'hui grâce aussi aux médias, parce qu'il y a une médiatisation et puis il y a un contraste très fort par rapport à ce que vous évoquiez, la mort de George Floyd, ce passage en fait en 2020, 25 mai 2020, la mort de George Floyd en pleine pandémie, au moment où les musées sont fermés, où là tout le monde commence à s'exprimer sur les réseaux sociaux ou dans la presse, etc. Cette situation qui bascule vers une nécessité à jamais de pouvoir revoir cette histoire du racisme dans le contexte états-unien, des violences policières, etc. Et puis donc les musées qui commencent à prendre conscience que la représentation de des artistes qui parlent de ces questions depuis fort longtemps doit être accélérée. Voilà. Enfin, après, je pourrais. Alors, est-ce que c'est cette conquête ou ces acquis qui effectivement sont assez récents, comme vous avez dit, Elvan, qui datent d'une trentaine d'années, est-ce que
voilà, est-ce qu'ils sont assez solides pour résister à ce qui se passe aujourd'hui, et j'aimerais bien, Hélène, que vous racontiez ce qu'on a évoqué pendant la préparation de cette rencontre, mais sur ce phénomène, et notamment cette association qui documente aujourd'hui, donc au Smithsonian, je crois, des choses qui sont en train de disparaître, en fait, pour garder une trace, une archive, voilà, pour l'histoire, justement, au cas où. Donc, à la fois, est-ce que vous croyez qu'il y a un risque, en fait, réel aujourd'hui de déconstruction et d'effacement plutôt de ces acquis, et à l'inverse, est-ce qu'on voit des tentatives de résistance quand on voit qu'il y a quand même un silence aujourd'hui du côté des artistes des institutions américaines? Oui, alors moi, sur le phénomène d'accélération, c'est assez évident dans la liste, enfin on l'entend très bien dans la liste que vous avez faite, hein, mais ce que je vois aussi, c'est une forme d'impossibilité de dialogue bipartisan, comme on dit, donc bipartisan en anglais, mais il y a cette idée que même pendant les guerres culturelles des années 90, la vie politique, c'était encore un terrain dans lequel il y avait une possibilité d'échange. Et là, ce qu'on voit à la fois au Congrès, mais aussi dans la population en général, c'est une impossibilité de sortir de son camp retranché. Et du coup, ça fait une violence aussi qui fait que on se trouve dans des situations qui sont bloquées. Et qui font que, oui, on a l'impression qu'il y a très peu de solutions. Et que, donc il y a très très peu de résistance finalement. Moi, j'ai trouvé que une des choses qu'on a évoquées dans la séance préparatoire, c'était donc ce fameux décret de Restoring Truth and Sanity to American History. Donc l'idée de restaurer une forme de vérité et de discours un peu sain sur l'histoire nationale qui reviendrait à la grandeur, etc. Donc ce décret-là, il a été tout de suite véhiculé, par exemple, dans les cercles académiques d'américanistes. Et moi, j'ai vu le mail arriver avec l'annonce du décret, et tout de suite après, des collègues qui réagissaient et d'autres qui disaient, très très vite, mais dans l'espace de 20 minutes, faites attention à ce que vous dites, faites attention, protégez-vous, protégez vos collègues, protéger vos familles. Donc sur une mailing list d'universitaires et de conservateurs d'histoire de l'art américain, enfin voilà, c'était pas non plus des radicaux, hein. Et donc oui, moi je trouve que l'ambiance générale, c'est on constate qu'il y a quand même beaucoup d'attentisme, y compris de la part d'institutions qui sont pas directement visées. Par exemple, on pourrait s'imaginer que le Met prenne position voilà, parce que les musées de la Smithsonian sont dépendants des financements fédéraux, et que le Met est un peu plus dégagé que de ces contraintes-là, même si tout est à nuancer évidemment. Mais dans l'ensemble, oui, il y a une forme d'attentisme et de silence. Mais on trouve quelques petites initiatives, alors très américaines elles aussi, hein, qui viennent par le bas, de volontaires, etc., et qui viennent de ces citizen historians. Notamment, je pense que ça a été une réaction à la modification de ce cartel sur la destitution. Je crois que c'est moi. Pardon. Et donc oui, c'est cette initiative de centaines de volontaires qui prennent en photo tous les cartels, tous les textes des musées de la Smithsonian, parce que c'est les premiers visés, et ils ont une initiative un peu qu'ils appellent Sister Project, donc un projet parallèle sur les parcs nationaux, parce que c'est aussi des grands lieux de mémoire, d'histoire nationale. En fait, c'est les lieux de l'histoire publique, et c'est un peu aussi ça que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même c'est histoire de l'art, mais aussi beaucoup d'histoire nationale, et la manière dont elles sont représentées, évidemment, c'est très intimement lié de toute façon aux États-Unis. Mais voilà, il y a de petites initiatives, mais qui restent relativement marginales.
On avait choisi en fait aussi pour rebondir sur cette question des parcs nationaux américains. Là aussi, en fait, pour avoir travaillé ces dernières années sur cette histoire de l'esclavage, à la fois du point de vue de l'histoire et de l'histoire de l'art, une image comme celle-ci qui a été donc retravaillée par un artiste comme Arthur Jaffa ici en 2017. Donc ex-slave Gordon, parce qu'en fait c'est le nom de cet homme qui a été photographié en 1863 à l'issue de la guerre de sécession. En fait, c'était quelqu'un qui a été aussi inscrit dans l'armée et photographié. Donc en étant, il y a deux images qui existent. Il y a une image où il est comme ça, et une image où il est vêtu en fait d'un uniforme. Et par exemple, là, en effet, on en parlait, le cartel qui indique la violence faite au corps des personnes qui ont été mises en esclavage, en particulier donc cet homme qui présente son dos couvert de cicatrices kéloïdes, et qui était d'ailleurs une carte de visite, ça s'appelait carte de visite, qui circulait en fait dans la période abolitionniste aux États-Unis, donc à partir de 1863, comme d'autres images. Mais le fait que ça puisse être dans les parcs nationaux, ça a aussi été mis en place après 2020. C'est-à-dire que la plupart de l'histoire qui concerne des figures importantes de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et la manière dont les cartels ou les panneaux en fait commémoratifs dans ces parcs nationaux permettaient de découvrir des histoires souvent cachées. Là, ce qui apparaît en effet, c'est que la plupart de ces panneaux, qui ont été mis il y a quelques années, sont retirés. Et pour rebondir sur ce qu'Hélène disait, il est évident que... Alors moi, je ne suis pas retournée aux États-Unis encore en 2025. Je ne sais pas si je vais y aller tout de suite, mais en fait, voilà. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a une peur qui s'est installée. Et cette peur, elle était là peut-être autrement, mais là, elle est là pour les universitaires, les artistes, et pas que pour les personnes, enfin je veux dire, qui avaient déjà des difficultés pour étudier aux États-Unis, pour des questions de visa, ou les personnes qui étaient sans papier, ou enfin je veux dire, là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se joue sur une attaque directe à la manière de penser, à la manière de créer. Et c'est vrai que l'actualité parisienne de ces expositions qui ont été prévues avant la réélection de Donald Trump, et même si voilà, c'était pas encore inéluctable à cette époque, à ce moment-là, permettent aussi de donner à voir en fait paradoxalement toute la richesse d'une pratique artistique ou d'une culture visuelle qui est en train de devenir, enfin c'est ce que j'écris aussi dans l'avant-propos du catalogue, que je peux faire passer si vous voulez d'ailleurs, qui est redevenue résistante en fait presque. Ces œuvres sont de nouveau presque des résistantes. Alors peut-être, du coup, Elvan, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques minutes sur cette exposition donc qui est en fait une double exposition. Il y a à la fois une expo collective et à l'intérieur de laquelle se trouve une expo monographique d'un artiste afro-américain qui s'appelle Melvin Edwards. Et donc le projet, si je résume un peu de cette expo, donc qui est portée par le Palais de Tokyo, mais surtout par Naomi Beckwith, c'est de s'intéresser donc à ce que, comme tu le disais hier, à cette invention américaine qui est la French Theory, donc ce courant, je ne sais même pas si on peut dire si c'est un courant, mais en tout cas ce moment où beaucoup d'intellectuels français, de Foucault évidemment, Deleuze, Derrida, etc., se rendent aux États-Unis, investissent les universités américaines et influent évidemment largement sur... Enfin, on rencontre un écho en tout cas important là-bas et donc l'exposition s'intéresse notamment à ce que ça produit dans le champ des sciences sociales, comment ça a permis aussi d'alimenter ce qui est arrivé ensuite, c'est-à-dire les gender studies, les post-colonial studies, etc. Tout ce qui est aujourd'hui visé justement directement par
par l'idéologie, disons, portée par Trump, et comment la scène artistique aussi s'est nourrie de tout ça. Voilà, je résume. Dis-moi si je résume à peu près. Oui, si, c'est très bien. Après, voilà. Je pense que ce qui est important, c'est donc je pourrais citer en fait parce que dans l'exposition du Palais de Tokyo, il y a des petits papiers, des petits tracts de couleurs qui sont distribués avec un entretien avec Naomi Beckwith justement et qui dit dans cet entretien, l'intention, je la cite, était de suivre une idée instinctive. Les penseurs, penseuses, écrivains, écrivaines, théoriciens, théoriciennes et philosophes français, françaises ont eu une profonde influence sur la culture et la production artistique américaine. Pourtant, cette influence n'a jamais été étudiée de manière délibérée en France. J'ai pensé qu'il était temps d'imaginer une exposition sur la manière dont les États-Unis ont reçu et transformé ces théories, souvent de façon qui n'ont jamais été reconnues sur le sol français. Alors, c'est pas tout à fait exact que c'est pas été reconnu sur le sol français, mais puisque on sait bien que François Cusset, avec son French Theory, a particulièrement depuis la France étudié cette question. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce qui se joue, donc sur l'écran, vous avez l'image d'une des sections, puisque l'exposition est composée de 5 sections. Et là, notamment, on reconnaît la figure de Roland Barthes, la figure de Monique Wittig et de Michel Foucault. C'est la section qui s'appelle Machine désirante, et qui évoque aussi toute la constitution, je dirais, des études de genre à partir, bien sûr, de la présence de Foucault, mais Foucault à cette époque-là est plutôt en train de travailler sur surveiller et punir, et l'histoire de la sexualité vient plus tard, mais Monique Wittig s'installe aux États-Unis, en Californie, en 1976. Et puis, en plus, donc l'idée, c'est pas la pensée française, pensée critique française seulement, le terme de francophone, qui, bon, j'ai du mal à me familiariser, enfin, à me l'approprier ce mot, mais permet aussi d'intégrer d'autres penseurs et penseuses qui sont notamment Aimé et Suzanne Césaire, donc remontant à la période de la négritude et l'importance d'une revue comme Tropique, par exemple, ou alors Frantz Fanon, bien sûr, qui a été extrêmement important pour les mouvements de libération noire dans les années 60, et puis la présence d'Édouard Glissant, qui lui, en fait, produit aussi quelque chose de très conceptuel avec son concept avec cette notion de relation qui, d'une certaine manière, infuse l'ensemble de l'exposition avec cette possibilité de la parcourir de différentes façons. Et Glissant, lui, a enseigné dès les années 90 aux États-Unis. Donc, en effet, cette possibilité de réfléchir de façon critique à la pratique artistique et la manière dont ces artistes ont été très fortement influencés à différentes générations, bien sûr Bourdieu, mais on remonte jusqu'aux années début des années 1970 avec le travail de Hans Sacke dans l'exposition et la notion de critique institutionnelle qui elle aussi court, et donc on revient avec la critique institutionnelle à tout ce qui se joue aussi sur la possibilité par les images, par un travail disons théorique, historique, de pouvoir contrer ce qui se passe dans ces institutions aux États-Unis. Et je pense que voilà, le Smithsonian en particulier, puis sachant que Lonnie Bunch, qui est le directeur, le secrétaire général de tout le Smithsonian, qui est depuis 2019, et qui était avant cela le directeur général du National Museum of African American History and Culture, lui a quand même déjeuné avec Trump fin août, en disant qu'il garderait une position ferme autant qu'il le peut sur des questions de représentation historique et de la culture nationale en particulier. Donc c'est vrai que l'exposition au Palais de Tokyo est très axée sur l'art contemporain, mais fait des allers-retours. Naomi Beckwith évoque par exemple la présence de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre dès les années 50 aux États-Unis. Donc il y a comme ça tout ce courant philosophique, théorique, critique très important qui peuple d'une certaine manière l'exposition, mais qui est évidemment aussi en très fort écho avec une actualité qui est celle dont on parle en ce moment même.
Non, mais donc on voit très bien à travers cet exemple, mais du coup ça rebondit complètement avec notre question, que voilà, l'art et du coup l'histoire de l'art évidemment se nourrissent, et c'est aussi ce qui est intéressant dans l'exposition du Palais de Tokyo, c'est que bon, il y a tous les intellectuels penseurs qu'on connaît, mais il y a aussi une ouverture vers d'autres influences, notamment indiennes, il me semble, enfin, en tout cas des intellectuels qu'on identifie, nous, ici en France, beaucoup moins, qui ont aussi participé à la vie intellectuelle aux États-Unis dans ces années-là, et qui ont élargi aussi le spectre. Et donc peut-être la question, c'est aussi aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque aussi, puisqu'on voit que les institutions culturelles, mais la recherche de manière générale et les universités sont très directement ciblées par l'administration Trump. Est-ce qu'il y a aussi ce risque d'appauvrissement vous l'avez dit, vous avez eu peur presque de ne pas revenir. Elvan, vous hésitez à aller aux États-Unis. Est-ce que on risque de voir les universitaires fuir les États-Unis quand ils n'en sont pas éloignés directement? Et est-ce que on peut imaginer que c'est une conséquence à moyen terme ou à long terme sur la richesse, l'enrichissement, disons, de la scène artistique aux États-Unis? Alors, sur la capacité des chercheuses et chercheurs à résister, à maintenir leurs projets, alors il y a deux choses. On peut espérer que je pense que c'est l'attitude un peu de tout le monde, c'est on laisse passer la vague et on maintient quand même son identité aussi de ces thèmes de recherche, etc. En revanche, il y a quelque chose de très concret, c'est les financements, et vous avez entendu parler des coupes aussi dans les budgets du National Endowment for the Arts et du National Endowment for the Humanities, donc tous ces énormes budgets qui financent des expositions, qui soutiennent des artistes, qui financent des départements entiers de recherche, des projets entiers de recherche. Bon, ça... c'est dans l'immédiat que les gens ont dû réviser complètement leur travail, ça c'est sûr. Voilà. Après, j'étais en train de réfléchir au titre de l'exposition, et je me dis qu'en fait, il a tellement de sens aussi dans notre contexte de écho et de oui. ce que tu disais, Elvan, sur le fait que l'exposition a été prévue avant la réélection de Trump, mais elle en a plus de sens encore aujourd'hui. Il y a ce petit délai qui fait que ça s'est installé un peu dans la foulée, effectivement, de Black Lives Matter et de ce nouveau regain d'intérêt pour des discours différents qui est arrivé ici en France avec un temps de retard et un petit pas de côté aussi. Mais je pense que voilà, on a aussi un rôle à tenir dans ce maintien d'un dialogue, et du coup l'exposition est encore plus importante. Alors, c'est pas l'intention, mais je trouve que c'est assez intéressant aussi de se dire que l'histoire de l'art américain ne se fait pas que aux États-Unis, et que voilà, on a des responsabilités aussi à nous à tenir, quoi. Et justement, est-ce que ce contexte, il a une influence sur vos recherches et votre engagement en tant qu'universitaire? Là, c'est une question que je vous adresse à toutes les deux, mais sur voilà, est-ce que ça a infléchi, ou est-ce que ça vous a fait prendre telle ou telle direction, je parle de vous et peut-être de vos collègues de manière générale. Est-ce que les historiens d'art, enfin d'ailleurs c'est une discussion qu'on peut avoir après s'il y en a dans la salle, voilà, est-ce que ça a une influence directe, ou est-ce que l'histoire de l'art est un peu à l'abri, voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je pense que quand on travaille l'histoire, et l'histoire de l'art en particulier, surtout quand
quand on choisit, enfin c'est ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'ai choisi de travailler ou d'écrire une histoire qui soit à la fois sociale, culturelle, politique, en fait, de l'art. Donc le contexte est extrêmement important, mais il est évident que c'est sur des durées longues qu'il faut essayer de réfléchir. Et ce qui se joue aujourd'hui aura des conséquences désastreuses maintenant, mais aura des conséquences aussi à long terme, puisque il est évident que, enfin après, là on voit Popel, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui son prénom, enfin maintenant le nom d'artiste c'est William Popel, mais il apparaît que comme Popel. Il est décédé fin 2023. Et là, on le voit assis sur un drapeau américain en train de manger le Wall Street Journal. Donc il y a aussi un effet, c'est quelqu'un qui faisait des performances, et une place assez importante lui est accordée dans l'exposition du Palais de Tokyo. Et on voit bien qu'en fait, cette histoire des États-Unis, elle nourrit le monde, une actualité aussi au niveau géopolitique, au niveau diplomatique. Et en fait, moi personnellement, je reste sur les positions disons, critiques dans lesquelles je suis depuis déjà plusieurs décennies. Et il me semble que, bien sûr, qu'on est influencé ou effrayé, ou on se demande comment est-ce que l'on doit répondre à tout cela. Mais je vois aussi qu'il y a heureusement des artistes qui, puisque nous travaillons en tant qu'historiens, historiennes de l'art, sur des œuvres qui, elles, proposent justement de poursuivre un combat critique, esthétique, politique, eh bien, on s'agrippe à cela. Et moi, je n'ai pas du tout de crainte, par exemple. Alors, voilà, je ne sais pas si j'irai aux États-Unis, mais indépendamment de ça, ma crainte, c'est que c'est les droits humains qui sont bafoués, pas seulement aux États-Unis, partout dans le monde, malheureusement. Et ce qui se passe aussi dans le contexte européen est extrêmement effrayant. L'exposition a été attaquée de manière très virulente comme étant une exposition rebelle par un hebdomadaire allemand, Der Spiegel, parce que Naomi Bequist étant la prochaine commissaire comme le disait Claire, de la Documenta Kassel, il y a comme ça des crispations très fortes par rapport à ces notions dans le contexte allemand, par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à Gaza ces deux dernières années. Et l'Allemagne est à cran, en fait, par rapport à ces questions. Et donc l'exposition est rebelle parce que il y a par exemple dans le livre un article, enfin un essai de Adam Schatz qui a écrit une biographie sur Frantz Fanon, et il est considéré il est attaqué comme étant pro-palestinien. Il y a d'autres questions en fait qui surgissent. Donc ce que je vois surtout, c'est indépendamment de ce qui se passe depuis quelques mois, c'est aussi une situation assez anxiogène qui nous pend au nez un peu partout, mais avec laquelle peut-être il faut se renforcer et puis développer des outils critiques, être solidaire, enfin voilà, en tant qu'universitaire, et pouvoir aussi avoir avec des événements comme ceci, pouvoir poser des questions, rencontrer des personnes et poursuivre le travail. Ce que je fais moi personnellement aussi beaucoup dans le cadre de mon enseignement, voilà, puisque je suis enseignante. Donc voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas vers où cela va glisser, mais je pense qu'il faut que l'on reste très vigilant et vigilante. Ça, c'est une certitude. Oui, et je ne vais pas parler de mon propre positionnement. Il se trouve que je fais un travail sur l'histoire nationale américaine, donc de manière très évidente, j'ai un peu choisi le sujet qui fâche là en ce moment. Mais on n'a pas parlé de Amy Sherald, et elle dit en fait quand elle a donc cette artiste qui alors comme beaucoup des exemples qu'on a vu défiler rapidement, elle reprend aussi des thèmes et comme Pope elle reprend le drapeau américain, les symboles nationaux aussi, et ça c'est quand même un point commun très fort de beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui. Et donc elle a cette énorme rétrospective qui devait aller à la National Portrait Gallery, et donc elle a refusé que finalement l'exposition se tienne, parce qu'on lui avait demandé, on avait suggéré que peut-être on pourrait enlever cette œuvre, donc Transforming Liberty,
parce qu'elle représente donc la Statue de la Liberté sous les traits d'une personne trans et en plus noire. Elle dit quelque chose de très juste dans la lettre qu'elle écrit pour expliquer sa décision. Elle dit mais l'art, c'est justement de porter la conversation là où on peut pas, où échoue le débat politique, etc. Et en fait, justement, c'est précisément là qu'il ne faut pas lâcher. Ouais. Et j'ai trouvé ça tout à fait juste et très inspirant, en fait, parce que voilà, elle touche vraiment du doigt le fond de... elle montre un petit peu pourquoi elle fait tout ça, et c'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça... C'était le meilleur résumé en fait de la situation. Finalement. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est important de souligner que l'œuvre devait être retirée pour ne pas mettre Trump en colère. Oui, c'est ça. Et en fait, l'autre chose aussi, c'est qu'Amy Sherald était, et on en parlait en amont, était celle qui a représenté Michelle Obama, le portrait officiel de Michelle Obama qui se trouve au National Portrait Gallery. C'est Amy Sherald qui l'a réalisé, donc ça a été médiatisé de façon très officielle au moment en fait. Donc c'est 2018, mais elle a réalisé. Alors 2018, il était plus là déjà. Le couple Obama était plus là, mais en tout cas en 2018, c'est rentré dans le musée. Et c'est vrai que c'est un peu une peintre officielle qui se retrouve à annuler une exposition qu'elle a. Et bien sûr, ça a fait la une de beaucoup de journaux, et en particulier le New Yorker qui a choisi de reprendre l'image avec bien sûr Transforming Liberty qui devient en fait le sujet de notre soirée autour de l'histoire de l'art. Est-ce que précisément en fait c'est la liberté est en train de se transformer ou pas? Et c'est vrai que la question trans... alors Lonnie Bunch avait suggéré par rapport à ça que l'œuvre soit remplacée par une vidéo où on interviewerait des gens qui diraient leur avis sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et elle a refusé aussi parce qu'elle disait que ça allait amener aussi des propos transphobes et qu'elle ne voulait en aucun cas que ça puisse figurer dans son travail. Et puis Hélène, tu voulais aussi revenir peut-être sur ça ou sur ça? Les deux, en fait, je les avais un peu sélectionnés comme des exemples d'œuvres récentes d'artistes afro-descendants, tous les deux, Sonia Clark et Titus Kaphar, et qui reprennent encore une fois l'histoire nationale et qui la retravaillent. Donc là, on est en 2019 et ça, c'est 2014. Et qui illustre, en fait, c'est simplement pour illustrer ce retour aussi de tous ces artistes contemporains sur les grandes thématiques de l'histoire nationale et pour montrer vraiment cette façon dont l'art contemporain est chevillé avec les grands récits nationaux, ce qui est un peu curieux quand même du point de vue français. Exactement, qui ne correspond pas trop à notre approche. Oui, voilà, je voulais simplement... Mais ça... En fait, le backlash, donc le retour de bâton là qu'on vit aujourd'hui, il vient aussi de ces prises de position là, c'est-à-dire que on voit le fossé s'écarter, s'élargir en tout cas, mais en réalité, quand on cherche un peu l'origine de la violence et de l'accélération de toutes ces mesures, elles viennent aussi de cet enthousiasme pour cette énième avant-dernière réécriture de l'histoire aussi. Donc. Est-ce que c'est tout à l'heure, c'est en lien avec ce que vous venez de dire, Hélène, mais tout à l'heure vous évoquiez tout ce travail d'effacement. Je reviens à l'histoire de l'esclavage, d'effacement vous avez montré notamment cette œuvre réinterprétée par Arthur Jafa. Si on peut revenir à ça 2 minutes. Est-ce que c'est complètement absurde de mettre en relation justement tout ce qu'on a si on se souvient par exemple de toute la polémique liée au déboulonnage des statues et notamment représentant donc les grandes figures esclavagistes, etc. Donc ce débat qui a eu lieu autour de faut-il effacer ces figures-là, est-ce que c'est absurde de faire un parallèle aujourd'hui
aujourd'hui avec la tentative d'effacement de l'autre côté, est-ce qu'elles sont équivalentes? Est-ce que vous avez l'air de dire, Hélène, que c'est une sorte de réponse, de suite C'est un jeu de ping-pong. Trump, il réétablit les noms de généraux sudistes dans les aéroports, les bases militaires, etc. Parfois en esquivant, en prenant quelqu'un qui s'appelait Robert E. Lee, mais qui était un soldat mineur, mais juste simplement pour rétablir ces noms-là. Mais en fait, il y a vraiment une espèce de petit jeu de tit for tat. Vraiment, c'est assez puéril d'ailleurs, mais bon, on en est là en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le retour point par point, pied à pied contre tout ce qui a été, tout ce qui a pu être fait dans les années précédentes, quoi. Mais dans les très courtes années précédentes aussi. Oui. Enfin, je veux dire, 2020, on est 2025. Je pense que, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'histoire des États-Unis, dont ils vont être fêtés le 250e anniversaire de l'indépendance, donc en 2026, et donc il y a cet aspect très patriotique des États-Unis qui n'a jamais cessé d'être en fait. Donc cette question du récit. Disons que, je sais pas, l'histoire ces statues, qui ont été déboulonnées, il n'y en a pas déjà tant que ça. Enfin, je veux dire, c'est par rapport à cette histoire. Et puis, les artistes contemporains, pour avoir travaillé dans d'autres contextes, notamment dans le contexte de Bristol ou dans le contexte de Cape Town, dans le cadre d'un programme de recherche où j'étais plus proche, en fait, d'artistes qui ont fait des propositions alternatives pour raconter l'histoire. À chaque fois, il faut raconter ce qui se joue autour de ces figures. Et le déboulonnage passait souvent par une sensibilisation à l'histoire, exactement comme ce qui se passe, je sais pas, par rapport à certains, quand on renomme certaines rues ou quand on choisit de donner, d'accorder une attention à certaines figures importantes qui ont été invisibilisées pendant des siècles. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas d'un coup il y a eu une visibilité de cette personne-là par exemple ou je sais pas, de figures importantes de la période de l'esclavage, mais il y en a plein qui sont totalement inconnus encore. Et tandis que ces sculptures qui étaient érigées, elles racontent une histoire longue des États-Unis et voilà, je pense que cette guerre intestine, elle est quand même, il y a quelque chose de l'ordre de la temporalité et de la spatialité qu'il faut aussi considérer. Parce que là, on parle d'une visibilité qui est toute récente par rapport à des siècles d'invisibilisation, de racisme, de sexisme, de misogynie, de xénophobie, etc. Et ce qui constitue aussi les États-Unis, c'est le grand paradoxe de ce pays. C'est-à-dire c'est le pays de la liberté, tout en étant le pays où les pires violences peuvent se perpétrer. Donc voilà, je pense que je sais pas si, voilà, il y a un déséquilibre en fait si on met autant d'importance en fait. Je pense qu'au lieu de mettre autant d'importance sur ce que Trump fait, il faudrait réfléchir à la façon dont on peut pas désactiver, mais désamorcer en fait cela avec des actions, disons intellectuelles, littéraires, poétiques, des artistiques, etc. Et c'est ça qui est important. Ça s'est toujours passé comme ça. Toute l'histoire, elle est construite comme ça. Quand on regarde ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme, les artistes, les philosophes, l'école de Francfort qui part aux États-Unis, des figures tellement importantes, les artistes, toutes les personnes qui ont à un moment donné résisté, même qui ont laissé leur vie mais qui ont résisté, c'est aussi elles dont on garde les traces. Et je pense qu'en histoire de l'art, elle fonctionne beaucoup avec ces traces. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que là, on est, par exemple, on en parlait avec quelques collègues ici, on est quand même Galerie Colbert. Et Colbert, c'est pas spécifié qui était Colbert, par exemple. Ça n'a pas été renommé. Donc, c'est des questions qui sont d'actualité, qui nous concernent, qui concernent aussi la France. Et je pense que c'est intéressant parce que les États-Unis, c'est à la fois loin et tellement près, et on respire, en fait, l'air des États-Unis. Donc, un peu partout, quoi, de façon positive et négative.
Hélène, vous voulez ajouter quelque chose sur... merci déjà de finir sur cette note un peu plus positive. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on est quand même un peu... Il y a sans doute un effet de sidération qui est tel qu'il y a un silence assourdissant quand même. Mais peut-être que c'est juste ce temps de délai et que... ça, vous y croyez ou, Oui, je pense. Et voilà, la vivacité des échanges qu'on voit aujourd'hui dans toutes les expositions que vous avez citées en début de séance le dit aussi. Et puis alors, juste pour revenir sur cette idée de Trump qui demande au musée qu'est-ce que vous avez prévu pour le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Alors, c'est pas très facile de savoir exactement ce que chacun des musées a prévu, mais le sentiment général, c'est que il va se passer très peu de choses. Par exemple, au Met, ils ont prévu une salle avec des gravures et des dessins, et c'est tout. Donc il y a une forme aussi de retenue dans le patriotisme qui d'habitude est un petit peu... Voilà. C'est pas le lieu où on se retient tant que ça. Mais donc oui, il y a quand même des choses... Donc ça, c'est une forme de résistance discrète, quoi. Un peu, oui. Ouais, c'est intéressant. Les gens freinent en tout cas. Et puis, non, alors c'est encore une affaire de temporalité, mais par exemple... à New York, il y avait une exposition sur la chasse aux sorcières, le maccarthisme, et qui était... alors, on ne pouvait pas penser plus à jour, en fait, en termes de dénoncer aussi les lâchetés, et en fait, les parallèles... moi, quand j'étais dans l'exposition, je n'arrêtais pas de voir des parallèles avec la situation actuelle. Alors, on se dit, effectivement, que dans le temps de préparation d'une exposition, c'était pas prévu, mais il se trouve que voilà, il reste des choses un petit peu qui permettent de maintenir un fil. Moi, ce qui me désole vraiment, c'est cette idée que potentiellement, et c'est un peu déjà l'expérience avec l'article du Spiegel. Enfin, c'est potentiellement cette idée que les gens, enfin, en tout cas, il faudrait, pour moi, ce qui me semble important, c'est de maintenir le débat possible, c'est-à-dire que pas s'enferrer nous-mêmes dans ces débats entre les woke, les pas woke, et ça reste précieux à entretenir ça. Et il y a un vrai travail à faire. Merci à tous. J'en profite pour vous convier à la prochaine séance des débats de l'INHA qui aura lieu le 27 novembre. Autour d'une écriture de l'histoire de l'art sous l'angle des affects et des sensibilités. Bonne soirée. Merci. Merci.